l'agent de gens qui le protégeaient, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des hypothèses qui ont été émises de façon sérieuse sur son éventuelle participation à un rite satanique. Il ne faut pas l'exclure. Faut pas l'exclure. Il y a des choses tout à fait bizarres dans ce sens qu'on retrouve dans sa correspondance avec Frédéric, qui sont assez troublantes. Moi, je ne me suis jamais intéressé de très près aux affaires de satanisme, mais j'ai fini par admettre, après beaucoup de réticence, que c'est quelque chose qui existe, et il ne faut pas exclure a priori qu'il ait fait partie de ça. Et voilà, il a fait partie d'un mouvement. Il avait décidé qu'il abattrait l'Église, et 20 ans après même pas 20 ans après sa mort, 12 ans après sa mort, c'était chose faite. Et c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pouvait pas retenir sérieusement à l'époque. Donc, il n'y a pas de réponse simple à la question. Qu'est-ce qui a fait son pouvoir, à part les quelques éléments que j'ai donnés et quelques pistes qu'il faut explorer. Je n'en sais pas plus pour le moment. Ce que je sais, c'est que ce qui est extrêmement choquant concernant Voltaire, c'est que ça fait plus de 2 siècles qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur Voltaire. On ne découvre pratiquement rien. Il suffit de retourner au texte. Oui, tout est déjà dit. Tout a déjà été dit, de son vivant, au moment de son agonie, après sa mort. Il y a toujours des gens qui ont su, et on tombe de l'armoire, là, maintenant, 13 en 2013. tomes de correspondance dans voilà, la Pléiade. Voilà. Donc, mais en plus de ça, il a été dénoncé. Moi, j'ai lu récemment des courriers du président de Brosse, avec qui il a eu maille à partir dans des conditions absolument indignes. Enfin, on ne fait pas des choses comme ça. Et le président de Brosse disait à ses amis... Mais rendez-vous compte qu'il est déshonoré à travers toute l'Europe. Tout le monde savait ce que c'était que Voltaire. Tout le monde savait ce que c'était que Voltaire. Et à l'époque où le président de Brosse écrivait ça, c'était autour de 1761-62. Donc c'était encore un bon paquet d'années avant qu'il meure. Donc il n'y a rien véritablement à découvrir concernant Voltaire. Tout a déjà été dit. Qui est important de faire maintenant, et ce qui est important de savoir, c'est comment fait-on pour continuer de nous le vendre comme un personnage honorable. Pourquoi continue-t-on de mentir aux enfants et aux jeunes des écoles en leur faisant croire que ce type-là était intéressant? C'est mon siècle que j'interroge, moi, sur Voltaire. J'ai encore lu ce matin sur Facebook une espèce de pamphlet complètement crétin en disant que c'est criminel de remettre en cause Voltaire. Voltaire est une merde. Voltaire est abominable, on le sait depuis le début. Et je ne sais pas qui est mais on continue de nous le vendre. Moi, je me souviens quand j'étais à la faculté, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, nonobstant mon âge, je me souviens qu'à différentes reprises, j'ai voulu dire certaines vérités que tout le monde est en mesure de connaître. Je me suis fait plusieurs fois, mais remettre à ma place. C'est une icône indéboulonnable. C'est une icône indéboulonnable. Quand je dis Voltaire était un antisémite abject, non, il était juste contre la religion judaïque. C'est-à-dire que c'est comme si on a osé prétendre devant moi que Voltaire s'en prenait aux juifs en tant que religion juive, alors que c'est exactement l'inverse. C'est drôle que ces gens fassent pas les mêmes nuances pour leurs contemporains. Non mais Voltaire, l'antisémitisme de Voltaire est absolument abject. Il ne s'en prend pas aux juifs pour ce qu'ils font. Éventuellement, il s'en prend pour ce qu'ils sont, à savoir des descendants de croisements entre des boucs et des femmes. Bon, c'est bon. Mais en plus de ça, c'est marqué en toutes lettres. C'est marqué en toutes lettres. Et on ne veut pas le reconnaître. On ne veut pas le savoir. On vous fait taire sur des... Bon, il y a encore des trucs sur lesquels on m'a fait taire. Voltaire, quand il raconte les querelles ecclésiastiques de son temps, il fait une phrase à un moment donné avec 5 ou 6 propositions, c'est 5 ou 6 mensonges. Bon, alors, Voltaire était menteur. Bon, une fois qu'on le sait, on le sait. Mais pourquoi continue-t-on de le prendre en référence? Voilà. C'est mon siècle que j'interroge. Il y a le Nouvel Observateur cette semaine qui nous a fait un numéro spécial, Voltaire, l'indispensable, ou le je sais pas trop quoi. Mais c'est hallucinant. Hallucinant. Voltaire était infréquentable, Voltaire était une ordure, Voltaire était un grand malade, je crois que c'était un paranoïaque. Il avait des crises de délire absolument ahurissantes. Le président de Brosse l'a dit à différentes reprises, il lui a même envoyé une lettre très bien sentie en lui disant « Monsieur, quand vous vous sentez pris de crise comme ça, dispensez-vous d'écrire, attendez que la crise passe. » Parce que c'était vraiment du délire, du délire. Donc, Voltaire nous interroge sur deux plans. Comment a-t-il fait pour obtenir tout ce qu'il voulait, alors que tout le monde savait qu'il était déshonoré et
qu'il était infréquentable, qu'il était pingre, qu'il était... Enfin bon... Oui, alors ça, c'est vrai qu'il est riche et pingre. Sa correspondance témoigne qu'il se plaignait de toutes ces petites déconvenues financières, mais qui passait sous silence toutes ses grandes réussites, étant donné qu'il était assez malin. On parle de ses rentes viagères, parce qu'il a fait croire pendant longtemps qu'il allait mourir, alors que non, en fait, c'était ceux qui avaient passé contrat avec lui qui mouraient avant lui. Il y a les embrouilles fiscales, défense comment dire, d'une fiscalité progressive, alors que lui sort de la classe des contribuables en signalant ses terres sous le nom d'une veuve d'un officier exempté. Il y a plein d'embrouilles comme ça. Oui, finalement, il s'en sort très bien. Ouais. Voltaire n'a pas arrêté d'essayer de se faire exempter de la moindre contribution. Il y a notamment un truc que je me suis amusé à regarder là, en ce moment, là, ces jours derniers, c'est que quand il a pris par bail à vie, c'est-à-dire par contrat viager, la terre de Tournai au président de Brosse, il s'est avéré qu'il était redevable de ce qu'on appelait le centième denier, c'est-à-dire d'une taxe, c'est-à-dire d'une contribution à la bonne marche du royaume. Hein. Il était sujet de Sa Majesté, donc il était citoyen français. Il était redevable du centième d'une taxe correspondant au centième du contrat qu'il venait de signer. À l'heure actuelle, les droits de mutation en France, ils sont de 5%. Lui, il était assujetti à 1%. Il a remué ciel et terre, il est allé intervenir, il a fait intervenir la Pompadour, le duc de Choiseul qui tenait lieu de Premier ministre, il a écrit au roi, il s'est démené pendant des jours et des semaines et des mois pour ne pas payer ce centième denier qu'il a fini par payer. Il aurait commencé par payer son centième denier, il aurait évité des semaines et des mois de recherche, mais c'est fou. Il est allé revisiter des vieux grimoires, il est allé rechercher les anciennes lois, il a emmerdé tout le monde pendant des semaines et des semaines et des semaines. Finalement, il a été obligé de payer, et ça correspondait à quelques centaines de livres, alors qu'il gagnait par an quelque chose comme 200 000, je crois. En rente, rien qu'en rente, c'est-à-dire sans rien faire, et nonobstant tout ce qu'il avait en capital. Il avait un capital absolument monstrueux, il avait des rentes gigantesques, et pour ne pas payer 300 livres, il a remué ciel et terre. Et au moment où il a été obligé de payer, il en était malade. Alors qu'il ne s'agissait que de payer sa contribution à la marche du royaume. Hein? Et ça, il pouvait pas. Alors le prendre comme un exemple pour la République, c'est un peu violent. Et c'est ce qu'il écrivait aussi en disant que le problème de la fiscalité d'Ancien Régime, c'était la mauvaise répartition qui faisait tout reposer sur les tiers-États parce qu'il y avait beaucoup trop d'exemptions dans les deux autres ordres. Alors, il y a deux Voltaire, en gros. Il y en a deux. Il y en a peut-être 36 000, mais il y en a deux globalement. Il y a celui qui s'exprime publiquement pour le commun des mortels, c'est-à-dire les gueux, et celui qui s'exprime en privé, c'est-à-dire le vrai. Voilà, et ça on peut le voir parce que comme sa correspondance a été absolument, il n'y a qu'à comparer sa correspondance avec ses publications. Sa correspondance n'était pas faite pour être publiée, donc il y a le Voltaire publié et le Voltaire privé. Le Voltaire privé, c'est le vrai. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il a ce profil d'entrepreneur qui a fait fructifier ses gains. Il a aussi le profil du courtisan et de celui qui s'est aussi fait entretenir. Mais donc c'est un libéral paradoxal. Il n'a rien fait fructifier. Il a fait suer le burnou. Le président de Brosse avait passé avec lui un contrat qui disait Voltaire payait pour l'entrée dans les lieux une somme de 30 000 livres. Bon. Et pour entrer dans les lieux, c'est-à-dire pour entrer en possession du domaine de Tournai, du château, des terres, des bois, des prés, des vaches, vaches, cochons couvés. Bon. Et parce que Voltaire ne voulait pas acheter de façon définitive et qu'il voulait acheter en viager, il a dit la somme de 30 000 représentait peu par rapport au prix du domaine. Il s'est engagé à payer sur les années qui viennent une certaine somme qui devait s'élever à 20 000 livres, je crois. Donc 30 000 payés comptant et 20 000, pour les améliorations, et à partir desquelles il devait améliorer le château, faire fructifier les prairies. Enfin, il devait, c'est là qu'il se montrait comme entrepreneur. C'est-à-dire, je vous prends votre domaine à un prix pas très énorme, mais vous allez voir ce que vous allez voir. C'est-à-dire, vous allez revenir avec une propriété florissante qui va rapporter des mille et des cents. Le résultat des courses, à la mort de Voltaire et du président de Brosse, il a fallu que Madame Denis, devenue Madame, je ne sais plus comment, parce qu'elle s'est remariée. Donc la nièce. La nièce, elle a été obligée de payer
des dommages-intérêts aux héritiers du président de Brosse sur toutes les dégradations qu'il avait faites. C'est-à-dire que Voltaire se prétendait entrepreneur. Et il se prétendait spécialiste d'agronomie. Il dilapidait. Et le président de Brosse le dit et le redit, il n'y connaît rien en affaires. Il passe son temps à se prétendre un entrepreneur et un homme d'affaires qu'il n'est absolument pas. Et un propriétaire terrien, puisqu'avec les physiocrates, il s'est beaucoup passionné sur des choses qu'il ne faisait jamais lui-même, c'est-à-dire comment planter du blé, comment planter une forêt. Je plante la terre, j'ai fait ceci, je fais cela. Non seulement il ne le faisait pas, mais il ne le faisait même pas faire. Et les propriétés qu'il a laissées après étaient à l'abandon. Le président de Brosse, pas le président de Brosse, l'héritier du président de Brosse, a obtenu des dommages et intérêts pour l'épuisement d'une carrière. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur qui a une carrière et qui l'épuise? Je veux dire, on n'épuise pas une carrière, on l'exploite. On n'épuise pas une forêt, on l'exploite. On n'épuise pas des plaies. On replante derrière. On replante derrière. Enfin, il a tout. Il a les héritiers l'héritière de Voltaire a payé en dommages-intérêts aux héritiers du président de Brosse plus que le prix d'achat plus que le prix du contrat initial. C'est-à-dire que le résultat, c'est que Voltaire a été un saccageur de propriété. Et il racontait partout qu'il était entrepreneur. Il était entrepreneur de rien du tout. De rien du tout. Et parmi les premiers frais qu'il a fait dans son propriété de Tournai, ça a été de faire un théâtre. Alors, autant dire que le président de Brosse, un théâtre, il n'en avait rien à faire. Mais j'ai lu une description du théâtre, il paraît que c'était une honte. C'est-à-dire que les gens qui aimaient le théâtre, et ça ne manquait pas à l'époque, hein, c'était quand même une grande époque de pièces de théâtre, enfin bon, c'était la distraction des gens chics et des gens bien et qui tournaient autour de Voltaire. Ils disaient, mais c'est une honte d'avoir appelé théâtre un machin comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, de tout ce qu'il faisait, il faisait mal. Il n'a même pas été un grand physiocrate, il n'a même pas été un grand entrepreneur, il n'a même pas été un grand seigneur. C'était un grand rableur, c'était un cinglé, c'était un fou, c'était un dingue. Et je voudrais qu'on arrête simplement de nous le présenter en exemple. Et puis c'est tout. Il faudrait une bonne fois régler son compte à ce monsieur. C'est pas difficile de régler son compte à Voltaire, il n'y a qu'à le laisser parler. On fait 2 points, ouvrez les guillemets, et on le cite. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est important de faire. Il n'y a rien à révéler sur Voltaire. De faire un discours direct, quoi, de vraiment procéder par citation. Exactement. Mais il y a un domaine économique sur lequel il n'a pas théorisé. Bon, c'est pas un théoricien d'économie, c'est un praticien qui fait des hypothèses. Mais il y a un domaine sur lequel il a beaucoup écrit. C'est la question du luxe, de ce qu'il appelait l'économie somptuaire. Il y a eu le poème du Mondain, oui, il y a eu des choses comme ça. Ouais. Et en cela, c'est l'anti-Rousseau, il faut quand même le relever. Parce que moderne et anti-moderne, luxe et contre austérité, cette dialectique elle existe. Il a des phrases terribles où il dit finalement que, je la cite de mémoire, c'est je crois dans les, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il dit clairement finalement le pauvre qui se sent humilié par le riche qui fait voir son luxe, finalement gagne plus par le travail que lui fournit le riche par l'économie somptuaire qu'il n'est humilié. C'est-à-dire, finalement, malgré cette humiliation morale de l'inégalité sociale entre riches et pauvres, au moins, si le riche se fait faire des beaux habits, ça fait travailler les pauvres. Voilà, enfin, c'est très. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Ouais. Qu'est-ce qu'il en savait? Qu'est-ce qu'il en savait? Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Ça, c'est comme de dire, c'est le sophisme de la vitre cassée, quoi. Hein, dès que mais c'est exactement ça. Mais c'est fallacieux comme argument. C'est-à-dire, grâce à mon luxe, je fais vivre les pauvres. Je suis désolé, le pauvre il vivrait aussi bien. Au lieu de payer les frasques du riche à payer l'amélioration du village dans lequel il vit. Hein. Oui, c'est pas le travail. Non, mais c'est complètement fallacieux. Ça, il avait qu'à être pauvre. Il avait qu'à être pauvre. Pourquoi il a choisi d'être dans le camp des riches? Ça aurait été génial d'être pauvre et puis de lui-même de travailler à... Non, c'est totalement fallacieux. Ce genre d'argument, moi, je ne peux pas retenir ça. Je peux pas retenir ça. C'est exactement le sophisme de la vitre brisée. C'est-à-dire que si tout le monde casse des vitres, eh ben, comment dire, l'économie de la réparation des vitres va faire travailler tout le monde. Ben oui, mais si personne casse de vitres, eh ben, l'argent en question, il peut être utilisé plus utilement. Finalement, est-ce que c'est pas ce qu'il dit dans Candide avec le désastre de Lisbonne? Sauf que là, il se prétend ironiste, il l'est beaucoup moins à d'autres moments, qu'on dit si Lisbonne a été détruite, ça fera du boulot pour les maçons et les architectes. C'est une honte de dire des choses comme ça. Après, mais c'est comme les gens qui disent qu'il faut une bonne guerre, après on reconstruira. Ah bah oui, c'est pareil. Ouais. C'est exactement la même chose. Que ces gens-là veuillent bien nous laisser détruire leur maison, leur domicile, leur domaine, leur truc, et puis après
après Voilà. nous applaudir parce qu'on va les laisser reconstruire. Ça, c'est absolument fallacieux. Il y a toujours des gens pour vous expliquer qu'une bonne guerre, c'est... Non, je suis pas d'accord. Une guerre, ça détruit. Le malheur, ça n'apporte rien à personne. Moi, je suis de ceux qui disent que c'est le bonheur qu'il faut viser et que pour faire du bonheur, eh ben, il faut construire du bonheur. Et qu'on ne construit pas du bonheur avec du malheur. Ceux qui tiennent ce discours, c'est plus Ah ben, généralement c'est les consommateurs par exemple, de luxe que les hôtelières, par exemple. Mais c'est évident, Voilà. c'est évident, celui qui... Mais moi j'avais déjà entendu ça, que finalement le château de Versailles, ça avait créé des emplois. Ben oui, embellir d'autres choses, ça aurait créé des emplois tout pareil, et ça aurait été certainement plus utile. Maintenant, je ne crache pas sur le château de Versailles, il a eu son utilité. Mais enfin bon, il a eu également... C'est pas l'argument, c'est pas l'argument. L'utilité de Versailles n'a pas été les emplois que ça a créé. Je suis désolé, les emplois qui ont été créés pour créer Versailles auraient très bien pu être utilisés à créer d'autres choses. Mais c'est pas Versailles que j'attaque, je veux dire, c'est l'argument. Mais c'est sur cette ligne-là qui disait aussi la dépense est la vertu des riches et l'épargne est la vertu des pauvres. Eh ben, il avait qu'à épargner. Il avait qu'à épargner. Non, mais lui, il n'était pas dans cette catégorie. Non, il était dans la catégorie. Il n'était même pas dans la catégorie des riches, il était dans la catégorie des très riches. Non, c'est un type qui a passé son temps à se justifier de toutes les horreurs qu'il a faites. Il a mené une vie. Comme c'est ce que je disais il y a 5 minutes, il était déshonoré partout. Personne ne pouvait se prévaloir de. Alors, comment de est-ce qu'il avait autant de protecteurs comme D'abord, il les tenait parce de qu'il leur avait prêté de l'argent à tous. Je vois par exemple le maréchal-duc de Richelieu, l'arrière-petit-neveu du cardinal du même nom. Voltaire est resté en contact avec lui jusqu'à la mort. Et Richelieu est mort après Voltaire. Et ils sont restés amis jusqu'au tombeau. Richelieu était au chevet de Voltaire quand il est mort. Et j'ai appris il y a quelques jours, là, en étudiant le truc, que Richelieu était un endetté permanent et que Voltaire lui avait prêté beaucoup d'argent. Donc il le tenait. Il tenait tout le monde parce qu'il avait de l'argent et qu'il le prêtait. Et que tous ces gens-là lui versaient des rentes. Et que Voltaire, quand la rente n'arrivait pas en temps et en heure, il savait très très bien aller la chercher. À partir du moment où il y avait des reconnaissances de dette en bonne et due forme, il tenait tous ces gens-là. Non, mais ça fait partie c'est l'aspect. Je suis immensément riche et je tiens tout le monde. Ça me semble à peu près clair. C'est pas suffisant, mais c'est franchement un élément à ne pas négliger. Et notamment, le maréchal de Richelieu dépensait l'argent qui appartenait à Voltaire. Mais comment on n'est pas tenu comme ça? Ah oui. On est complètement Quand on doit quelque chose à quelqu'un. Quand on doit quelque chose à quelqu'un, on en passe par là où il veut. Et d'ailleurs, Richelieu, qui est un personnage pour qui j'ai pas du tout ni d'estime ni de sympathie, pour tout un tas de raisons, quand Voltaire a voulu empêcher le président de Brosse d'être élu à l'Académie, Voltaire a envoyé des courriers suppliants, rampants, immondes, pour supplier Richelieu d'empêcher le président de Brosse d'entrer à l'Académie. Et Richelieu l'a envoyé au pote. Richelieu a refusé. Ce qui n'a pas empêché Voltaire d'avoir gain de cause, mais ce n'est pas avec Richelieu. Richelieu n'a pas voulu. Il a dit, je veux bien vous suivre dans vos amours et pas dans vos aversions. Et j'ai lu les lettres envoyées. C'est indigne, c'est immonde. Donc je pense que c'est un des éléments qui faisait que Voltaire était si puissant, c'est qu'il prêtait de l'argent, il était le banquier, il était le financier de gens extrêmement puissants. Toutes les altesses et les duchesses qu'il avait partout, il leur prêtait de l'argent. Voltaire, en plus de ça, il faut savoir quand même, tout le monde se foutait de sa gueule. Tout le monde savait ce qu'il était. Mais alors comment ça se fait que ces libelles aient eu tant de succès, par exemple, et qu'il ait réussi à détruire des réputations à distance en étant, par exemple, au bord du lac Léman, quitte à, ostraciser quelqu'un qui était à Paris et qui était un courtisan J'ai pas la réponse à cette question. À part le talent, je veux dire, mais sinon... Non, il n'y a pas que le talent. Le talent et la nuisance. Il n'y a pas que le talent. Il avait une capacité de nuisance qui était absolument... Il reste un mystère quand même, Voltaire, de ce point de vue-là. C'est-à-dire sa capacité de nuisance reste un mystère. Une des explications au mystère, c'est l'énormité de sa fortune et son absence totale de scrupules. Je veux dire, quand on a des moyens illimités, ce qui était son cas, il était tellement riche que... Donc on a dit à sa mort une des 20 premières fortunes rentières de France. Voilà, bon, c'est énorme. France était quand même un pays de 20 millions de sujets à l'époque, une des 20 premières, c'est quand même assez phénoménal. Il y a aussi autre chose concernant Voltaire, c'est que son absence totale de scrupules lui donnait un pouvoir incommensurable. Qu'est-ce qui retient les gens de faire le mal ou le pire? C'est la morale. Lui, il n'en avait pas. Alors là, il était absolument dénué complètement de scrupules. Non, mais Voltaire, entrepreneur, c'est de la rigolade. Il faut lire les expertises qui ont été présentées devant notaire par la fameuse nièce de Voltaire,
Madame Denis. Voilà, comment elle s'appelait, Madame Denis, non? Oui, Madame Denis, mais elle avait changé de nom. C'était pas Dupuis, je sais pas pourquoi. Enfin bon, elle s'est mariée. Elle s'est mariée à 78 ans. Bon, elle avait la plus grosse fortune de France. Ça aide. Ça aide. Il paraît qu'elle avait de la moustache, qu'elle était grosse comme un tonneau. Et qu'elle avait une belle moustache. Elle avait tellement de moustache que un jour, quelqu'un était venu, elle l'avait trouvée au lit avec son homme et il savait pas lequel des deux était madame. Bon, bref. Un personnage encore couvert de ridicule, qui n'a pas beaucoup d'honneur. Enfin, je veux dire, pour être resté avec Voltaire jusqu'au bout, c'est qu'elle y trouvait un intérêt sonnant et trébuchant. Parce que franchement, enfin bon, peu importe. C'est des gens pour qui il n'y a vraiment pas d'estime à avoir. Donc, l'expertise qui a été présentée à l'ex-Madame Denis au moment de la résolution du bail, puisque c'était un bail à vie, c'est vraiment pas à l'honneur de Voltaire, et ça ne montre absolument pas comme un entrepreneur. C'était un dilapideur. Et tous les courriers qu'il envoyait pour expliquer tout le bien qu'il faisait à sa propriété, ce sont des mensonges. Voltaire était un menteur professionnel, avéré, permanent. Oui, parce qu'il se piquait d'être garde forestier dans ses domaines. Il mentait tout le temps. Voltaire ouvrait la bouche, c'était pour mentir, il prenait sa plume, c'était pour mentir. Parce que quand il expliquait son intérêt au début pour les physiocrates, les théories du Quesnay, voilà, il disait oui, c'est le primat de l'agriculture et moi je suis passionné par les nouvelles méthodes agricoles, le développement technologique. Il était passionné par l'idée de pouvoir faire de l'argent avec les blés, ça c'est sûr. D'ailleurs, un truc intéressant, quand il est entré en possession de ces domaines, dans le même temps qu'il réclamait au roi la possibilité, le droit, le privilège d'être exempté du centième denier, il en a profité pour demander l'autorisation de pouvoir exporter ses blés à Genève. Ça veut dire qu'à peine rentré en possession de son domaine, il demande à déroger à la loi qui était encore à cette époque-là. Ah oui, parce que c'était avant les réformes de Turgot. Mais non seulement de Turgot, mais avant les réformes de Laverdy, c'est-à-dire que avant, les premières mesures libérales, les premières tentatives de libéralisme, et les premières mesures libérales ont été prises en 63-64, et le courrier dont je te parle s'est envoyé en 1761, c'est-à-dire 2 ans avant. Donc il n'est absolument pas question, en aucun cas de déroger aux règles de interdiction d'exporter du blé. Eh bien lui, il écrit au roi pour demander l'autorisation. Est-ce qu'il veut pouvoir exporter son blé à Genève? C'est interdit. C'est interdit, mais lui, il veut la possibilité. Il croyait vraiment il pensait vraiment que la croissance viendrait d'un flux continu des biens, et sa théorie allait même si loin qu'il était contre toute thésaurisation, y compris pour l'État. Il explique quelque part que l'État libéral, enfin il ne l'appelle pas comme ça, mais l'État idéal, c'est celui qui réinvestit l'ensemble de ses capitaux dans le circuit économique, donc ça inclut la libre circulation, et qui ne thésaurise pas, c'est-à-dire qui ne fait pas de réserve. En cas de crise, c'est exactement la théorie physiocrate. Mais même nos libéraux d'aujourd'hui ne vont pas aussi loin, c'est ça qui est terrible. C'est du libertarisme presque. Ouais. Quand Turgot est arrivé au pouvoir, non seulement il a décrété la libre circulation des subsistances immédiate, mais il a fait vider les greniers. Et les gens des villes qui, depuis la nuit des temps, construisaient des greniers pour pouvoir les remplir, pour pouvoir faire face à une disette, ils sont arrivés un matin, ils ont vu les greniers qui se vidaient, ils disaient, mais où on est là? Dans le royaume de France. Dans feu le royaume de France. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est le progrès. C'est le progrès.